Cette vidéo va concerner donc le champ, l'étude du champ électrostatique. Champ électrostatique. Dans le champ électrostatique, bien sûr, on a le mot électrostatique, c'est-à-dire, tout d'abord, le champ fera référence à la notion d'espace. Et bien sûr, dans cet espace, on aura des charges. Donc, on aura un espace chargé, un espace chargé de charge électrique. Donc on aura un espace chargé, donc on aura des charges. Présence de charges électriques dans cet espace. Et ces charges seront au repos. On aura des charges au repos. Alors, en électrostatique, on étudiera quoi? On étudiera bien sûr la présence de charges dans un espace E. Dans un espace-temps, mais on s'en fout du temps ici. Bon, le temps, c'est pas ça qui... Il n'intervient pas ici, le temps. Les charges sont au repos, point à la ligne. Et on a différentes charges. Sachez que, bon, on va rechercher ce qu'est le champ. On va rechercher ce qu'est le champ, ce qu'est le potentiel. Et bon, si on a un dipôle, on aura la présence d'un dipôle. Alors, je vous rappelle, qu'est-ce que c'est qu'un dipôle? Un dipôle, c'est tout bonnement un ensemble de charges Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 par exemple, c'est un ensemble de charges, hein, j'étais jusque 6, I égale 6, tel que somme des QI égale 0. La somme des charges est nulle. Mais que le barissant, le barissant des charges positives ne coïncide pas avec le barissant des charges négatives. Somme des QI au RI différent de 0. Voilà. Et ça, c'est vraiment la définition d'un, on va dire d'un dipôle. I égale à 1 jusque N, I égale 1 jusque N. Voilà, ça c'est un dipôle. Maintenant, le dipôle le plus simple, c'est un dipôle avec deux charges. Donc, je vais prendre deux charges. Une charge ici, une charge là, en deux endroits différents de l'espace. Là, c'est Q+, là, Q-. Déjà, somme des Q vaut 0. Parce qu'on aura Q+, plus Q-. Là, Q+, Q-, ça fait 0. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, on a une séparation qui est différente de 0. On a une longueur L différente de 0. Et donc, si je prends, on a le calcul du barissant en un point. Par exemple, je prends O. Je fixe un repère, bien sûr, au X. Eh bien, on sait bien qu'on aura Q-, qui est moins Q, hein, fois L demi, plus Q fois moins L demi, on aura, si je mets Q en évidence, moins L demi fois moins L demi, on aura moins QL. Moins QL.
Bon, maintenant, si j'avais mis Q plus ici, donc ici, vous voyez qu'il est différent de 0. Hein. Différent de 0, donc voilà, c'est différent de 0. Voilà, le barycentre, il ne coïncide pas. Le barycentre ne coïncide pas. Maintenant, si j'ai mis Q plus, Q moins, je refais mes calculs. J'aurai plus Q fois L2 moins Q fois moins L2, ce qui fait plus L demi, on aura plus QL. Et encore une fois, c'est différent de 0 parce que Q étant différent de 0 et L étant différent de 0. Pas confondre la somme des charges de la charge Q. Ici, j'ai mis en évidence Q. J'ai mis en évidence Q. Voilà. Bon, donc je vais voir ici le champ électrique. Quand on parle de charge, mais c'est dans un espace. Qui dit charge dit force. Qui dit force dit champ. Qui dit champ dit potentiel. Et on peut avoir la présence d'un dipôle. C'est pas dit, hein. C'est pas dit qu'on a un dipôle. On peut avoir un dipôle. Si on a un dipôle, eh ben, il est là, il est présent. C'est un dipôle. Mais si on n'a pas de dipôle, voilà. Si on a un dipôle, ça va. On aura des équations, voilà, dues au dipôle. Hein. On aura des équations spécifiques du champ. On aura un champ dipolaire. Hein. On aura un champ dipolaire. Si on a un dipôle, on aura un champ spécifique qu'on appelle un champ dipolaire. Donc on aura la présence d'un champ dipolaire. Si on a un dipôle, si on n'a pas de dipôle, ben voilà, on n'aura pas un champ dipolaire. Alors, ce que je voulais vous montrer ici, je vais mettre, donc, on a l'espace, le temps, on s'en fout. Je place une charge non ponctuelle, que j'appelle grand Q, mise sur un support arbitraire. Voilà, c'est un support arbitraire, on s'en fout de la géométrie du support. Et je vais mettre une charge unitaire. Mais là, je vais la considérer comme ponctuelle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a différentes hypothèses. Quelles sont les hypothèses? On a la présence d'un espace. Je vais écrire toutes les hypothèses, mais pour ça, je vais redimensionner ceci parce que c'est un peu trop grand. Quelles sont les hypothèses? Ben, on a une charge Q dans l'espace. Charge Q, bien sûr, non ponctuelle. Charge Q sur un support. Bon, c'est des charges fixes, hein. Les charges sont fixes, donc le support sera fixe. Pour pas je ne vais pas le faire bouger le support, hein, parce que je vais considérer charge Q sur un support fixe. Donc ce qui veut dire que, bon, ici je vais faire de l'électrostatique, je ne vais pas faire bouger ceci, ça il ne bougera, il ne peut pas bouger, il est fixe. Les deux charges sont fixes, on fait de l'électrostatique, parce que sinon je vais faire des lois d'électrostatique, hein. Je ne vais pas faire des lois avec des charges voilà, qui varient voilà, dans l'espace. Hein. Je fais voilà, quand on a fixé Q se trouve en un point A. Alors là, je vais vous mettre le centre de gravité des charges. Voilà, on a un centre de gravité des charges. Barycentre des charges, par exemple, il est là. Barycentre des charges est ici. Barycentre des charges. Le barycentre pour la charge ponctuelle, ben, c'est le point lui-même. La charge, c'est un point. Donc, voilà.
Alors, la ligne d'action où va avoir lieu, si vous voulez, la force, ben, il faut relier les deux barycentres. Ça, c'est la droite d'action ou la ligne d'action où va agir les forces. Donc, c'est soit ce qu'on appelle la droite d'action ou la ligne d'action. Alors, le support, et donc je vous l'ai dit qu'il est fixe. Le support est de forme, on va dire, arbitraire. Vous avez bien vu que j'ai vu n'importe quoi. Voilà, j'ai comme forme. Donc, le support on a un support qui va supporter donc l'ensemble des charges grand Q. Support, on a un support matériel des charges Q qui est, on va dire, arbitraire, de forme arbitraire. Alors quand je dis que Q est ponctuel, effectivement, Q est ponctuel, mais on peut se dire aussi que c'est de forme petite. Elle est ponctuelle, mais on peut dire aussi que soit elle est ponctuelle, vraiment c'est un point, ou de forme petite. Bon, on peut avoir très peu de charges ici. Par contre, ici, les charges, il y en aura beaucoup plus. Hein. Ça, c'est pas ponctuel. Hein. Bon, la forme ici, les charges ici, elles sont pas ponctuelles. Et le support, il est là. Bon, vous aurez compris que ça, c'est le support. Qui supporte, bien sûr, la charge Q. Alors, on est dans l'espace. Et dans l'espace, bon, d'office, quand vous êtes dans l'espace, vous avez des distances. Des distances qui vont séparer, bien sûr, dans ce cas-ci, les deux charges. Elles sont situées l'un à une distance par rapport à l'autre. Donc, on peut avoir une information de distance. Alors généralement en électrostatique, la distance elle est reprise par la lettre R. Donc c'est une distance euclidienne, c'est-à-dire la plus courte distance entre deux points est une droite. Donc c'est une distance sur base d'une droite. Sur base d'une droite. On a une distance sur base d'une droite. Cette distance, je ne vais pas l'appeler D, mais R, parce que généralement en électrostatique, bon, on l'appelle R, la distance séparant les charges. On les appelle R. C'est comme ça en électrostatique. J'ai fait les calculs sur les... J'ai vu les... Comment on appelle ça les dipôles. Dans les dipôles, vous voyez que les distances, il l'appelait R. Hein. Bon, le R, c'était chaque fois la distance. Hein. Allez voir la vidéo sur les dipôles. R était la distance. Et en électrostatique, effectivement, R est souvent... Quoique là-bas, le R, c'était aussi un point. Hein. Il définissait un point. Un point, voilà. On a un point R, mais c'était aussi une distance. Mais ici, moi, le R, c'est une distance. Je pourrais même mettre un vecteur, on va dire, un rayon vecteur. Hein. Je pourrais mettre un rayon vecteur, mais je ne le fais pas ici. J'aurais pu mettre un rayon vecteur. Alors je rappelle un rayon vecteur. Bah, par exemple, si je mets une origine ici, je vais calculer, je veux savoir ce qui s'y passe au niveau des charges. Par rapport à l'origine, mais je peux mettre deux rayons vecteurs. Un là, là, et un deuxième ici. Là, j'aurai R1, le rayon vecteur R1, voilà, et là, R2. Bon, mais ici, je ne vais pas faire ça, parce que la loi va dépendre de la distance entre les deux charges.
Voilà, donc je vais pas avoir une vue par rapport à une référence O. Je vais pas avoir une vue par rapport à une référence O. Simplement, il faudra dire qui est le système. Il faudra dire qui est le système. Alors, le système, je vais vous dire c'est lequel. Je vais prendre le système, c'est la charge ponctuelle Q. Ce qui veut dire que ça, vous avez deux charges en présente, soit les deux charges sont de même signe, là on a plus Q, ou moins Q, moins Q, là on a ce qu'on appelle des attractions. Ça veut dire que j'aurai un vecteur qui va partir à partir du centre de gravité, et on a là la loi de l'action et de la réaction. Alors, on aura ceci. Alors, soit les charges sont dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on a deux charges de même nom, plus Q, ou moins Q, moins Q. Et là, à ce moment-là, ils vont se répulser. S'ils se repulsent, je vais avoir un vecteur de répulsion là. Et ce même vecteur de répulsion, il va se trouver de l'autre côté, à ce niveau-ci. Si bien qu'on aura des sens. Donc les vecteurs, les répulsions sont des forces. Hein. Ce sont des forces de répulsion. Vous voyez que les charges vont induire une force. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hein. Je vous l'ai dit. Donc je vous ai dit que les charges vont induire, les charges électrostatiques vont induire des forces électrostatiques. D'office, quand vous allez avoir des charges en interaction qui vont interagir entre elles, la présence de deux charges vont créer, c'est comme la force de gravitation, la présence de deux masses crée une force de gravitation, force d'attraction entre les deux masses. La présence de deux charges, on peut avoir plusieurs charges, hein, on peut avoir, mais ça je le verrai par des sommes vectorielles, comment on fait quand on a plusieurs charges. Mais ici je le fais qu'avec deux charges. Je fais d'abord avec deux charges, et puis je vous montrerai comment on voit avec plusieurs charges. Donc, avec deux charges, ça se passe comme ça. Ça se passe que les deux charges vont avoir des interactions entre les deux charges. Et ce sont des forces soit répulsives en fonction du signe de Q, de grand Q, petit q, ou soit des forces répulsives. J'ai choisi ici, c'est mon choix, ça va être des forces répulsives. Voilà, ça, c'est la donne. Maintenant, ce qu'il faut savoir autre chose, ce qu'il faut savoir, c'est que donc la présence de charge va concourir à avoir l'existence de forces d'office. Les charges créant des forces. Les charges créant des forces. Les charges créant des forces. Mettez-vous bien ça à l'esprit. Les charges vont créer des forces. Donc la présence de charges dans l'espace, entre eux, il va y avoir des interactions, voilà, de force. Et ici, j'ai pris deux charges de même signe, donc soit plus Q, ou grand Q est plus, et petit Q est plus, ou grand Q est moins, et petit Q est moins. Donc on aura un cas de figure de répulsion. Maintenant, comme j'étudie le système de la charge ponctuelle petit q, à ce moment-là, je n'ai plus besoin, parce que ici, qu'est-ce que c'est que cette force-là? La force qui est là, c'est la force de petit q sur grand Q. C'est l'interaction de la force petit q sur grand Q. Qu'est-ce que c'est de cette force-là? C'est la force de grand Q sur petit q. Or, moi, j'ai pris le système qui était la charge ponctuelle petit q, donc je ne m'intéresse pas à cette force-là. Elle ne m'intéresse pas.
En tout cas, les deux forces, que ce soit f de petit q sur grand Q ou f de grand Q sur petit q, vont agir au travers d'une ligne d'action que voici, qui réunit les centres de gravité des charges. Il s'avère que j'ai un centre de gravité qui est ponctuel, donc il va passer par le point, et l'autre qui va passer par un centre de gravité qui est le barycentre des charges. Et donc, ça c'est la ligne d'action où vont se produire l'interaction, enfin, vont se produire les forces, vont se produire sur cette ligne d'action, ou au centre de gravité des charges. Donc, on aura une force, ici dans ce cas-ci répulsive, qui va avoir pour direction la direction de la ligne d'action qui réunit la petite charge, le barycentre de la charge Q qui est considéré comme ponctuel, et le barycentre de la charge grand Q qui est au centre de gravité, voilà, des charges. Ça c'est pour la direction. C'est la ligne d'action va réunir les deux barycentres. Deux barycentres des charges. Ça c'est la ligne d'action de la force. Le sens, mais le sens est répulsif parce qu'on a plus Q ou moins Q, moins Q. Donc le sens, il est vers l'extérieur. Et l'intensité, justement, c'est ça que je vais voir. L'intensité va dépendre de quoi? Mais justement, c'est là tout l'attrait de cette vidéo, c'est de calculer l'intensité de la force. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette force, je vais prendre le système ici. Donc, je vais considérer cette force grand Q sur petit q. Donc, ça veut dire que la charge, comme j'ai pris le système qui était la charge ponctuelle, eh bien sur la charge ponctuelle, on a une force grand Q sur petit q. C'est-à-dire que la charge grand Q est considérée comme responsable des forces électriques sur petit q. Donc, grand Q est la force responsable de la force électrique sur petit q. Donc, d'où F de grand Q petit q. Parce que le système, j'ai pris petit q. Si j'avais pris le système contraire là-bas, bon, c'est tout le contraire. Hein. Là, bon, on aurait la force responsable de petit q sur grand Q. Mais bon, le système, c'est pas ça, c'est l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on se rend compte de quoi? Si on veut calculer, bon, les directions, c'est facile à voir. Hein. Bon, il suffit de voir dans quel sens ça va se repousser. Voilà, la direction, c'est facile. Le sens aussi, direction et sens, c'est facile. Par contre, c'est l'intensité qui va m'intéresser. Mais de toute façon, je vais quand même écrire au niveau vectoriel. Alors, si je veux écrire au niveau vectoriel, bien sûr, il me faut un axe vectoriel. Cet axe vectoriel, je vais le présenter ici. Je vais mettre une origine, peu importe où, hein. Là, je vais le mettre là. Mais en tout cas, il va être sur la ligne d'action, ou parallèle à la ligne d'action, c'est pas un problème. Je vais l'appeler X. Voilà, avec un vecteur de base que je vais appeler U. Vecteur de base U. Ça veut dire que là, il faudrait que je détermine que vaut tout ceci. Alors, de quoi dépend cette force? On remarque que la force est proportionnelle, si vous voulez, à grand Q. Bon, elle est proportionnelle à grand Q. Si on change, si vous voulez changer la valeur de grand Q, ici, le Q est considéré comme une charge unitaire. Bon, pas forcément. Bon, pas forcément. Je peux la considérer comme unitaire ou pas parce que justement, bon, si je change de Q, si j'augmente le paquet de charge ici, voilà, j'augmente le paquet de charge, mais la force elle va être d'autant plus grande. Si je augmente encore le paquet de charge ici, je mets un paquet de charge encore beaucoup plus grand, j'augmente Q,
ben, on a encore une force de répulsion beaucoup plus grande. Bon. Ce qui veut dire que, quelque part, eh bien, la force de Q, de grand Q sur petit q, elle est proportionnelle à grand Q. Bon, ça c'est une chose. Maintenant, supposons que je change ici le petit q, je l'augmente. J'augmente, eh bien, la force va augmenter. Si j'augmente encore petit q, hein, je vais l'augmenter encore un petit peu plus, puis encore un peu plus, puis encore un peu plus, ben, les forces ont tendance à augmenter. Ce qui veut dire que, de facto, on peut dire que la force Q, grand Q sur petit q, ben, elle est dépendante aussi du Q. Donc, quelque part, il est dépendant du produit Q fois Q. Il est dépendant du produit Q fois Q. Bon, mais ça, c'est une chose. Bon, on va remarquer aussi qu'il dépend, si je change le support, je vais changer le support, je vais changer de support, voilà, j'en mets un autre, autre matériel, voilà, autre forme, autre type de matériel. Bon, si on change de l'autre, on est toujours dans l'espace de toute façon, hein. On est toujours dans l'espace ici. Donc, bien sûr, vous aurez compris qu'il y a une certaine forme de permittivité qui va être introduite, parce que l'espace, c'est l'espace, hein. Bon, c'est l'espace que vous connaissez. Vous sortez de chez vous, vous êtes dans un espace, espace-temps. Donc, on a une certaine permittivité, bon, epsilon 0. Maintenant, si vous changez d'espace, de support intrinsèque, parce qu'il y a le support pour placer les charges ici, mais le support, voilà, qui est l'espace. Si vous changez voilà, de milieu, qui n'est pas l'espace que l'on connaît, bon, il faudra tenir compte, voilà, de la permittivité du milieu. Mais si, ici, moi, je parle maintenant en tant que support ici qui va supporter les charges. Là, il va dépendre, si vous voulez, du facteur, de facteurs géométriques. Et c'est une grandeur vectorielle. C'est une grandeur vectorielle. Donc, il va dépendre du support. Donc, dans le cas, il y a la, si vous voulez, la forme du support. Dans ce même cas, il y a bien sûr, vous aurez compris la distance, hein. Si vous changez la distance, calculez le champ à une distance plus éloignée, ben, fera en sorte que la force va diminuer. Plus c'est loin, plus la force diminue. Plus l'effet est plus petit. L'effet est plus petit, plus ça va se rapprocher, plus l'effet est grand. Et ça, on remarque par rapport au carré de la distance. Bon, mais ici, je m'en fous du carré de la distance ou quoi au caisse, mais je vais l'intégrer dans le facteur K. La distance, je vais mettre dans le facteur K. Parce que K va reprendre tout ce qui est facteur géométrique, si vous voulez. Tout va dépendre, la force va dépendre des charges, mais ce que je voulais vous dire, il va dépendre de facteurs géométriques tels que le support ici, qui va supporter la charge Q, mais il va dépendre aussi d'un autre facteur géométrique qui est la distance séparant les charges. Donc, la force va dépendre donc de certains facteurs géométriques, tels que en particulier donc la géométrie du support, la forme du support, et de la distance séparant donc grand Q et petit q. Et seront proportionnels bien sûr à la charge grand Q et proportionnels à la charge petit q. Donc je peux résumer en écrivant F est égal à Q sur petit q est égal à Q vecteur fois Q, grand Q fois petit q. Et bien sûr vous comprendrez que K est une fonction qui reprend tous les facteurs géométriques. Donc K ne dépend plus que de certains facteurs géométriques. Alors, le vecteur champ.
Alors le vecteur champ, on vient de voir que F, la force électrostatique, bon je savais que c'est Q sur Q, hein. Q sur Q, parce que j'ai pris le système, c'était petit q. Voilà. F est proportionnel donc à des facteurs géométriques qui sont des grandeurs vectorielles fois la charge grand Q fois la charge petit q. Alors si je divise F par F de grand Q petit q, je divise par petit q, j'obtiens K fois Q. K fois Q. Et ceci définit justement le champ électrique. K fois Q, c'est le champ électrique. Donc on définit une nouvelle grandeur, si vous voulez, indépendante de la charge petit q, parce que j'ai K fois grand Q, c'est indépendant de petit q. Donc elle est indépendante de petit q. Et là, c'est le rapport, bien sûr, que vous avez là. C'est la force par unité de charge. Donc on aura des newtons pour 1 coulomb. C'est pour 1 coulomb. Parce que si vous avez, par exemple, j'invente, hein, 20 newtons, si on a 20 newtons pour 5 coulombs, hein, si vous faites 20 divisé par 5, vous avez 4 newtons pour 1 coulomb. Le fait de faire F sur Q divisé par Q, mais vous obtenez la force par unité de charge. Par unité de charge. Donc, c'est-à-dire la force qui s'exerce sur la charge unité. C'est la force qui s'exerce sur la charge unité. Donc, le champ électrostatique qui sera égal à F sur Q. Le champ électrostatique est un vecteur comme les F. Donc c'est la force par unité de charge. C'est la force pour 1 coulomb. Le champ, c'est la force électrostatique pour 1 coulomb. Donc elle donne la force pour 1 coulomb. C'est la force que vous avez pour un... Bon, s'il y a 5 coulombs, vous faites x 5. Et donc, de ce fait-là, je peux définir l'interprétation physique du champ, du vecteur champ. Je peux dire que le vecteur champ, bien sûr électrique ou électrostatique, le vecteur champ électrique ou électrostatique, bon, c'est une grandeur d'abord locale, parce que c'est défini en un point, en un point de l'espace. Sa représentation, elle représente une force, hein, F sur Q, c'est la force qui s'exerce sur l'unité de charge. Bien sûr, l'unité de charge supposée placée en ce point. Et ça, c'est le vecteur champ électrique, c'est le vecteur E.
vecteur E. Donc le vecteur champ électrique, on a un point de l'espace, c'est F sur Q. Donc ce qui veut dire que où est le champ? Et le champ, si on a la force F ici, ça c'est la force F, le champ ce sera bon la force par unité de charge. Donc ce sera, bon, je vais mettre avec une couleur, je sais pas quelle couleur, celui-ci. On aura le champ au point que je vais appeler A, le champ ce sera E. On aura un champ E. Et la force, bien sûr, elle est où? Ben, elle est là, la force. La force, ce sera F sur Q, bien sûr, divisé par Q. Hein. Oui, ça, c'est F. Attention que quand j'écris ça, c'est pas une division. Hein. C'est la force de grand Q qui s'applique sur petit q. Bien sûr, au point A. Point A, parce que c'est une notion de distance. Hein. Si le point A était ailleurs, le point A est lié à une notion de distance. Hein. Là, on a un point O. Ça, c'est le point O. O par rapport à A, il y a une distance R. Mais si A est un peu plus loin, ben, la distance varie. Alors ça, c'est la force. Vous voyez que bon, ici, mon dessin il est devenu un peu trop limite. Je vais le changer tout de suite. Donc c'est la force par coulomb, pour un coulomb. Le champ, le vecteur champ représente la force pour un coulomb. Donc j'ai grand Q, petit q. Alors est-ce que grand Q doit être là? Ben oui, parce qu'il faut qu'il y ait une interaction de force. Hein. Il faut qu'il y ait une interaction de force. Rappelez-vous, F sur Q, c'est K fois grand Q. Hein. Donc il est indépendant de petit q. On ramène tout pour un coulomb. Pour un coulomb. Donc le système c'est petit q. Là si je mets une force de répulsion, c'est la force de grand Q sur petit q, le système étant petit q, que je vais noter tout bonnement F pour éviter, je veux dire, bon, des amalgames avec divisé par q. Hein. Voilà. Voilà. Alors maintenant, le champ, il est où? Ben, le champ, il est là. Le vecteur champ, il est là. Et le vecteur champ va représenter en ce point la force pour un coulomb. Le champ représente la force pour un coulomb. Donc il faudra bien sûr diviser par le nombre de par la charge Q. Hein. Par exemple, vous avez une force de 50 newtons. Si la force, là, en bleu, F de grand Q, la force de grand Q sur petit q donne une force de 60 newtons. Ça, c'est la force de grand Q sur petit q. 60 newtons, mais si petit q vaut 5 coulombs, en fait, le champ vaudra 60 divisé par 5. Ce qui fait 12 newtons pour un coulomb. On a un champ de 12 newtons pour un coulomb. On a un vecteur champ de 12 newtons pour un coulomb. Alors, regardez bien que
Q est un scalaire. E est égal à F sur Q. Q est un scalaire, F est un vecteur. Donc, vous voyez que E et F ont la même direction. Hein. E et F ont la même direction. E et F ont la même direction. Parce que je divise juste par valeur de Q. Juste, il sera juste plus petit. Sauf si Q égale 1, si vous divisez, si on a une charge unitaire ici, bah, si j'ai 1, bah, E égale F. Si la charge petit q vaut 1, E égale F, mais dans tous les autres cas, si K vaut 2 coulombs, etc., mais il deviendra plus petit. Hein. Soit il est égal si Q est particulier, Q égale 1, mais E sera différent de F, et E sera beaucoup plus petit que F si Q est beaucoup plus grand que 1. Quoique, oui, parce que si je mets 1 dixième, je m'excuse, si je mets 1 dixième de coulomb, ce qui fait, j'ai 10 newtons par exemple, 10 newtons divisé par 0,1, donc là le champ est plus grand. Oui, le champ est peut-être plus petit, plus grand ou égal à la force. Donc le champ sera beaucoup plus grand que la force si on a bien sûr une fraction, hein, c'est-à-dire compris entre 0 et 1, 1 non compris. S'il vaut 1, le champ égale la force, et si on est plus grand que 1, ben la force est beaucoup plus grande que le champ. Et donc ce vecteur, il ne dépend plus que de quoi? Ben, il dépendra plus que de grand Q et de facteurs géométriques grand K. Donc il est indépendant de Q, il ne dépend plus de petit q. Le fait de l'avoir divisé par petit q, ben, je me ramène à une charge unitaire, Q égale 1. Voilà, je me ramène à une charge unitaire, il ne dépend plus de petit q. Mais il sera dépendant de grand Q et petit q. Donc et ça je vais l'écrire. Donc indépendant de petit q, mais dépendant de K et grand Q. Parce qu'on se ramène toujours à une charge, le champ se ramène toujours à une charge unitaire. Toujours. Le fait de diviser par Q se ramène à une charge unitaire. Donc il ne dépend plus de Q, de petit Q. Ça se ramène toujours par rapport à la charge 1. C'est comme si on avait une charge 1, si vous voulez, une charge 1. Le champ, c'est comme si on avait toujours un... Quelque part, c'est comme si on avait... On ramène, par exemple, là, je vais mettre Q égale... je vais faire un petit exemple. Là, j'ai une charge qui vaut 5 newtons. 5 coulombs, je m'excuse. 5 coulombs. Et bien sûr, ça, c'est le point A. Et bien sûr, il dépend du point où on le calcule, hein, parce que la distance varie. Hein. Je m'excuse. C'est une grandeur locale, parce qu'elle est définie en un point, justement. Elle ne dépend pas de la distance. C'est une grandeur locale, propre en un point. Donc c'est un concept, si vous voulez, de grandeur locale. Comme ça, de cette manière, justement, on évite les difficultés soulevées par les notions d'action à distance. On a une action locale. On bannit l'action à distance. Donc ici, justement, on bannit l'action à distance. Bon, ceci étant dit, supposons que j'ai 50 newtons. Alors 50 divisé par 5, ça c'est la force. Voilà. 50 divisé par 5, ce qui fait, c'est comme si je mettais une charge d'un coulomb. Voilà. Je me ramène à une charge de 1 coulomb, mais cette fois-ci, je dois faire 50 divisé par 5, ce qui fait, j'ai 10 newtons. La force, là, j'ai une force de 10 newtons, et cette force, c'est justement le champ électrique. C'est une force spéciale considérée par rapport à l'unité de charge en un point local.
Donc la force vaut E. Mais avec un champ électrique de... Voilà, donc je suis passé... voilà, il faut redéfinir par rapport à voilà, une charge unitaire, si vous voulez. Une charge unitaire. Et donc, comme on revient à chaque fois à une charge unitaire, donc c'est indépendant de petit q. Mais il sera dépendant juste de, si vous voulez, de facteurs géométriques et de grand Q. Il ne dépend plus de petit q. Parce que c'est pour... Maintenant, on a une force par unité de charge. Le champ, c'est une force par unité de charge. C'est une force pour un coulomb. Pour un coulomb. Donc, connaissant le champ en un point arbitraire, on est en mesure de calculer, si vous voulez, la force qui s'exerce sur une charge quelconque. Donc, bien sûr, une charge quelconque en ce point. Sans autre hypothèse sur la manière dont a été créé le champ. Alors, ceci, bien sûr, c'est le vecteur champ. C'est le vecteur champ. Alors, pas confondre le vecteur champ, qui est E, du champ électrique. Parce que le champ électrique, bon, c'est toute région de l'espace où une charge électrique est soumise à une force électrique. Le champ électrique, c'est toute région de l'espace où une charge électrique est soumise à une force électrique. Donc, par exemple, ici, on a un champ électrique parce que on a une zone, partout où on a voilà, la zone où on a un champ électrique. Bon, bien sûr que vous aurez compris que plus le champ est intense, plus la zone géographique sera beaucoup plus importante. Donc, c'est le champ électrique. Ne pas confondre avec le vecteur champ électrique. Le champ électrique, c'est toute région de l'espace où une charge électrique est soumise à une force électrique. Et justement, en un point d'un champ électrique, si une charge Q est soumise à une petit Q est soumise à une force grand F, le vecteur champ électrique est défini comme, bien sûr en ce point, est défini par F est égal à Q fois E. Et là, je vais vous mettre les définitions pour éviter de faire l'amalgame, bien sûr. Alors ça, c'est le champ électrique. C'est le champ électrique, c'est pas le vecteur champ électrique. Attention, c'est ça que je vous dis que ne pas faire d'amalgame.
On sait bien que F est égal à E est égal à F sur Q. On sait bien que E est égal à F sur Q. Donc F est égal à QE. Alors, ne pas confondre bien sûr que la définition que je vous ai mis tout à l'heure sur le vecteur champ. Ce qu'il faut mettre en évidence, c'est bien sûr que le champ électrique, c'est une région de l'espace. Champ électrique, toute région de l'espace. C'est une région d'espace. Pas confondre avec le vecteur champ électrique. Qu'est-ce qu'un champ électrique? C'est ceci. Qu'est-ce que le vecteur champ électrique? C'est ceci. Pas confondre le champ électrique et le vecteur champ électrique. Parce que le champ électrique, c'est une région. C'est une région. Le vecteur champ électrique, c'est un vecteur. Et donc, tout ça, c'est bien sûr en un point de l'espace. Alors, on appelle champ électrique toute région de l'espace où une charge électrique est soumise à une force électrique. Si en ce point du champ, si une charge Q est soumise à une force F, le vecteur champ électrique, en ce point, vaut F est égal à QE. F est égal à QE. Et d'un autre côté, le vecteur champ électrique, en un point de l'espace, représente la force qui s'exerce sur une unité de charge, supposée placée en ce point. Voilà, vous prenez la définition. Bon, là, on définit d'abord ce qu'est un champ, une région de l'espace, et puis à partir de ce champ, on définit le vecteur E est défini par rapport à la force. Le vecteur E est défini par rapport à la force. Donc on dit qu'il y a une force, bien sûr il y a une charge Q avec une force, voilà, et dire que cette force est égale à Q fois E, E étant la définition du champ, du vecteur champ électrique. E étant la définition du vecteur champ électrique, dans ce cas-ci, dans le cas de la première définition. Bon, je vous ai mis des exemples en coulombs, mais en fait c'est des micro-coulombs, hein. C'est des micro-charges. C'est les micro-charges qu'on va voir, hein. C'est souvent des micro-coulombs, parce que le coulomb est une unité très très grande. Bon, c'est pour vous montrer des calculs vite faits, bien faits. J'ai pris des grandes unités, mais en fait c'est pas ça, c'est des micro-charges. Voilà, je vous remercie.